Il faudra bien un jour crier dans le silence qu'un nuage espagnol a libéré Paris. Avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien, qu'endormaient toutes les colombes. Il y a une équipe de professeurs qui a travaillé toute l'année. Deux dames, Madame Montier, qui sont là, Madame Lenné, deux professeurs, Monsieur Baudry et Monsieur Lemoulet, ici présents. Ils ont porté ce projet, vous allez le voir, fait des quantités d'excursions, de rencontres. Le travail qu'ils ont fourni est absolument exceptionnel. Là, je vais maintenant m'effacer. Je vous souhaite la bienvenue en tant que proviseur de la cité scolaire Émile Zola dans notre établissement. Et je laisse la parole à Monsieur Baudry et à Madame Lenné qui ont porté le trajet notamment. Merci. Mesdames, Messieurs, nous sommes très honorés de vous recevoir parmi nous et de vous présenter ce travail d'une année, presque entière, réalisé donc avec des élèves de la section européenne, histoire, géographie, espagnol. Ces élèves sont au nombre de 50 et c'est un projet que nous avons porté avec cœur et qui, je crois, marquera une étape déterminante dans la scolarité de nos élèves. Et nous vous remercions d'être venus parfois de fort loin pour venir découvrir ce travail et qui représente donc je dirais un investissement, à la fois une découverte, mais aussi l'appropriation d'une grande page de notre histoire. Voilà, je vous souhaite une bonne après-midi en espérant que ce travail saura vous plaire. Merci. Mesdames et messieurs, les camarades et moi devons vous dire que nos professeurs nous ont embarqués dans une drôle d'aventure. Lorsque nous les avons entendus parler de Saint-Jacques, nous autres hispanisants nous prîmes à rêver, nous imaginant déjà faire route plein sud, puis plein ouest, afin de mettre nos pas, comme l'avaient fait nos camarades il y a 4 ans, dans ce millénaire des Jacquets et autres pèlerins. Mais curieusement, lorsque vint le moment de partir, nous prîmes la direction du nord-ouest, faisant étape à pied, puis Bourg-le-Roi, Ansignes, Champfleur, Saint-Gilles, Alençon. Nous avions beau étudier la carte avec attention, même le guide médiéval au moine Emery Picot, aucune de ces communes ne figurait sur le grand chemin de Saint-Jacques. Sans doute empruntions-nous une route secondaire comme il en existe tant, et puis, comme chacun sait, tous les chemins ne mènent-ils pas à Saint-Jacques. Et de fait, mesdames et messieurs, à Saint-Jacques, nous avons fini par arriver. Oui, oui, à Saint-Jacques, à la Tour, dans le Square, à Paris, via la croix de Berny, Bourg-la-Reine et la porte d'Orléans. Et nos professeurs ne nous avaient pas davantage menti, car pour ce qui est de marcher, nous avons marché. 25 000 pas au moins le 20 mars, sans parler des 284 marches de l'Arc de Triomphe et celles de l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville, que nous avons monté et descendu, soit près de 2400 calories brûlées au cours de la journée. Sauf Madame Montier, qui s'était arrangée pour faire le parcours en fauteuil roulant. La bénarde. Une drôle d'aventure, disais-je. Non, en vérité, ce fut une belle, une magnifique aventure. Une aventure souvent chargée d'émotions, de celles qui vous prennent au trip. Car nous avons mis nos pas dans la vie d'hommes et de femmes. Certains avaient parfois notre âge, qui par leur engagement, souvent jusqu'au sacrifice suprême, ont fait l'histoire et sont devenus pour nous des héros et des exemples. C'est cette aventure-là que nous vous proposons de partager avec nous en ce 5 avril 2019, avant de leur rendre hommage qui leur sied. C'est donc à Fier, dans le nord de la Sarthe, que nous avons véritablement quiété Philippe de Haute-Cloque, qui avait choisi de s'appeler Leclerc afin d'épargner à sa famille, restée en France, de possibles représailles après son ralliement à la France libre du général de Gaulle. Un magnifique officier qui, depuis l'Afrique équatoriale française, sut mener ses hommes à la victoire finale contre le nazisme. Le patron, El Patron, était proche de ses hommes, comme le montre cette photo, et particulièrement soucieux de leur vie. Ses soldats, en retour, avaient pour lui beaucoup d'estime, de respect et d'admiration. Dans son livre intitulé « La nostalgie de l'honneur », Jean-René van der Platzen dit «
ce Balzac de l'armée blindée avait un don inné pour malaxer la pâte humaine et la modeler en obtenant le meilleur de ce matériau complexe entre tous. Il possédait également cette rare faculté, faite de tolérance d'esprit autant que de compréhension de la psychologie des êtres, pour saisir, tel un Mallarmé des relations humaines, l'infinie poésie des caractères. C'est aussi à fier qu'à travers une exposition montée à notre intention par M. Serge Boulet et à la conférence donnée par M. Bayard, que nous avons pris connaissance de l'épopée réalisée par la division blindée, devenue la légendaire 2e DB, composée de 16 000 hommes, dont Leclerc prit le commandement en mai 1943. Après les libérations d'Alençon, Paris et Strasbourg, et avant d'atteindre le nid d'aigle hitlérien à Berchtesgaden, cette épopée vit se réaliser le célèbre serment que Leclerc avait fait prêter à la poignée d'hommes qui s'étaient emparés avec lui du fort italien de Koufra. Après une invraisemblable course de 650 km dans le désert libyen, jurons de ne déposer les armes que lorsque nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Mais une fois débarquée en France, le 1er août 1944, c'est dans le Nord-Sarthe que la 2e DB connut ses premiers combats. Pour elle, meurtriers. Elle perdit plusieurs chars Sherman, dont 5 furent détruits à Fier, le 11 août 1944. Les chars Paimpol, Compiègne, Chartres, Reims et Brest, ainsi que le Half-Track Bretagne et une motocyclette furent pris pour cible par l'ennemi tirant de terribles obus de 88 mm qui perçaient aisément le faible blindage des Sherman. À l'emplacement même où furent immobilisés ou détruits ces chars et où périrent leurs servants furent déposées des croix de bois, confectionnées par l'épouse du maire de Fier, avant qu'un monument plus emblématique ne vint en 1948 rappeler le sacrifice des 97 soldats de la 2e DB morts au combat dans le Nord-Sarthe. Nous avons souhaité rendre hommage à ces hommes morts au combat en déposant sur la tombe des 15 d'entre eux qui furent enterrés à Fier une gerbe au nom du lycée. Ce moment de recueillement, ponctué par l'Assemblée aux morts, une minute de silence, la Marseillaise, puis la marche de la 2e DB, magnifiquement interprétée à la trompette par M. Jocelyn Surgence, nous ont tous profondément bouleversés. Hommage doit être aussi rendu à une jeune femme de Fier âgée de 23 ans, Geneviève Aubé, alors qu'elle guidait de nuit les chars de la 2e DB, qui ne pouvant emprunter la rue principale obstruée, traversant le parc de la Loire familiale, elle fut décapitée par un éclat d'obus ennemi sous les yeux de sa famille et de M. Roger Bellon. Avant de poursuivre notre route, nous tenons à remercier M. Jean-Pierre Frimont, maire de Fier, et ses adjoints, dont M. Jean-Louis Latouche, correspondant communal défense, pour le chaleureux accueil qu'ils nous ont réservé, ainsi que M. Christophe Bayard pour la magnifique conférence qu'il nous a donnée sur la 2e DB, également pour son commentaire vivant et éclairant sur la route suivie par la 2e DB, pour s'emparer nuitamment et par surprise d'Alençon, première grande ville de la métropole libérée le 12 août par une armée française. On voit ici le général Leclerc assis sur le pont-neuf, à quelques mètres de son PC, conversant avec quelques Alençonnais. Alençon était d'ailleurs cher au général Leclerc car son oncle, Valéran de Haute-Cloque, y avait commandé le 14e régiment et sa tante y demeurait. Les Alençonnais, pleins de reconnaissance envers le général, ont érigé à sa mémoire sans doute le plus beau monument qui lui soit dédié, juste en face de son PC. Notre rencontre nous a profondément marqués, celle avec M. Roger Bellon. M. Bellon est aujourd'hui un vieux monsieur. Nous avons fêté ses 90 enfants le jour de notre visite. Mais un grand monsieur, enfant de l'assistance publique, placé en diverses fermes comme cela se pratiquait à l'époque, il nous a raconté comment une première fois il avait échappé à la mort alors que les Allemands, harcelés par la résistance locale, lui avaient tiré dessus à la mitrailleuse depuis l'arrière d'un camion, croyant qu'il cachait les armes dans la tonne à eau qui tirait avec son cheval. Blessé à la cuisse, il en réchappa par miracle. Puis, les larmes dans les yeux parfois, ou sa voix s'étranglant, comme s'il revivait la scène, il nous a raconté comment, alors qu'il sortait de la boulangerie, il avait vécu l'enfer. À Fier, lorsque les chars Sherman furent anéantis par l'ennemi. Mon pain, je ne l'ai pas eu longtemps sous le bras, car j'ai juste eu le temps de me jeter dans le fossé
alors que les balles et les obus sifflaient au-dessus de ma tête. J'ai alors vu les chars brûler avec ces pauvres gars dedans. Je ne pouvais rien faire. C'était l'horreur. Cette odeur de chair brûlée me hante encore. C'était atroce, c'était l'horreur. Et puis, comme dit auparavant, M. Bellon était présent lorsque Geneviève Aubé périt. Il vit la mère de la jeune femme lui fermer les yeux. Aussi profondément meurtri, traumatisé, mais aussi mu par une profonde indignation, voire une rage dans tant d'horreur et d'ignominie, il décida de s'engager dans les parachutistes, à 17 ans et demi. Il fit la guerre, prenant part notamment à la terrible bataille des Ardennes, où il vit d'autres horreurs lorsque, par exemple, des SS fanatisés assassinèrent des soldats américains parce que noirs. M. Bellon fut décoré à plusieurs reprises. Ce sont ces moments tragiques, vécus, qui l'ont incité à consacrer le reste de sa vie à constituer le remarquable musée que nous vous invitons à découvrir à Pouli, à une vingtaine de kilomètres du Mans. Monsieur Bellon sera heureux de vous accueillir et de vous réciter la très belle dédicace que lui a laissée la maréchale Leclerc lors de sa visite. Il vous racontera également ses rencontres avec John Marley Steele, le célèbre parachutiste américain, resté accroché par la suspension de son parachute au clocher de Sainte-Mère-Église dans la nuit du 5 au 6 juin 1944. Il est devenu quasi sourd à force d'entendre sonner le tocsin alors que ses compagnons étaient abattus par l'ennemi avant même d'avoir touché le sol. Ou bien encore avec le célèbre joueur de cornemuse Bill Milling, dit Piper Bill, qui annonça au commando britannique qu'il s'était emparé du pont de nuit du célèbre pont de Bénouville, Pegasus Bridge, l'arrivée des renforts tant attendus. Toutes ces scènes sont évoquées dans le film Le jour le plus lent, mais parfois romancé. Grâce à l'association Ghost Traders Museum, présidée par M. Karl Brachet, est exposé dans la cour un Dodge Ambulance. Ce véhicule montre que la guerre ne fut pas seulement une affaire d'hommes, mais aussi de femmes, puisqu'à l'initiative de Florence Conrad, américaine francophile infirmière pendant la Première Guerre mondiale, une unité de femmes ambulancières françaises, 38 Rochambeau et 9 marionnettes, se relayant au volant de 19 ambulances, fut intégrée à la 2e DB. Le général Leclerc, réticent au départ, sut reconnaître par la suite le rôle essentiel qu'elles jouèrent dans le secours porté aux soldats et leur rendit l'hommage qu'elles méritaient. L'épouse de M. Bellon fut l'une de ces Rochambeau, ainsi appelée en souvenir du comte de Rochambeau, compagnon de Lafayette, tous deux envoyés par Louis XVI soutenir les insurgents américains dirigés par George Washington contre les troupes britanniques. Saluons M. Bellon, qui aurait aimé être des nôtres en cet après-midi mémoriel, et montrons-nous reconnaissants une fois encore pour tout ce qu'il a fait si jeune. Avec tant de bravoure et de détermination, lui comme tous les soldats de cette valeureuse 2e DB. Dans notre programme d'études figure la notion « mythes et héros ». Nous croyons désormais savoir ce que héros veut dire et qui ils sont. N'ayons garde de les oublier. El arte es un medio de expresión para mantener la razón. Permite expresar lo que no podemos decir y sabemos que las palabras tienen una fuerza. Una fuerza que ayuda a los soldados a seguir la lucha. L'art est un moyen d'expression qui permet de maintenir la raison. Il permet d'exprimer ce que nous pouvons dire. Et nous savons que les phrases ont une force qui nous aide et qui ont aidé les soldats à continuer la lutte. Por eso, los 3 poemas que vienen eran y todavía hoy en día de actualidad. Según Federico García Lorca, la cultura es importante, porque solo a través de ella se pueden resolver los problemas en que hoy se debate el pueblo, lleno de fe, pero falta de luz. Les 3 poèmes qui viennent étaient et sont encore aujourd'hui d'actualité. Selon Federico García Lorca, la culture est importante parce qu'à travers d'elle, nous pouvons résoudre les problèmes qui se débattent encore aujourd'hui par le peuple qui est plein de foi mais manque de lumière. Romance de la Luna Luna, por Federico García Lorca a Conchita García Lorca. La luna vino a la... Figure
fut assassiné en juillet 1936, il arrive aussi que des poètes républicains dans l'âme, plus que d'épuisement, meurent de chagrin après avoir dû prendre le chemin de l'exil. C'est le cas d'Antonio Machado, qui, 3 jours après être arrivé en France avec sa mère, s'éteignit à Collioure. Mais si le poète meurt, sa poésie, elle, demeure. Immortelle, et sa tombe, parée du drapeau républicain, parsemée de cailloux d'Espagne, reçoit toujours des courriers en provenance du monde entier que le facteur dépose dans une boîte à lettres disposée sur sa tombe. Vemos que el arte ha permitido a algunos deportados, como el padre de Véronique Salou, un refugiado español que fue deportado a Mauthausen, de continuar la lucha y sobrevivir a los campos. Los poemas han permitido también a los deportados de superar los momentos difíciles y por eso dedicamos un poema a Ángel Olivares Gallegos. L'art a permis aux déportés, comme le père de Véronique Salou, un réfugié espagnol qui fut déporté dans le camp de Mauthausen, de continuer la lutte et survivre au camp. Les poèmes ont aussi permis aux déportés de surmonter les moments difficiles et c'est pour cela que nous dédions ce poème a Ángel Olivares Gallegos. La poesía es un arma cargada de futuro. Cuando ya nada se espera personalmente exaltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia. Finalmente existiendo, ciegamente afirmando como un pulso que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades. Se dicen los poemas que ensanchan los pulmones de cuentos asfixiados, piden ser, piden ritmo, piden ley para aquellos que existen excesivos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo. Quisiera daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. Tal es mi poesía, poesía herramienta, a la vez que latido de lo unánime y ciego. Tal es alma cargada de futuro expansivo, con que te apunto al pecho. No es una poesía jota a jota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es algo como el aire que todos respiramos y es el canto que espacia cuanto dentro llevamos. Son palabras que todos repetimos sintiendo, como nuestras y vuelan, son más que lo mentando. Son lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Daniel Cognot est orphelin. Monsieur Daniel Cognot est un ancien professeur de PS du lycée Émile Zola qui s'est engagé dès 1942 dans la résistance. D'abord dans le réseau Libé-Nord, puis Comet, qui apportait son aide aux soldats et aviateurs alliés sur notre territoire, et notamment à ceux cachés dans le camp de Bélande, dans la forêt de Frétéval, entre Vendôme et Cloix. Daniel Cognot convoya ainsi plus de 80 aviateurs britanniques, canadiens, belges, australiens, américains, sud-africains, néo-zélandais, etc. Après la guerre, homme discret, il reprit son métier d'enseignant et animateur sportif, et n'en parla jamais, car pour lui, il avait fait ce qu'il avait à faire. Ils ont été héroïques et sont revenus à de petites vies modestes, sans la ramener, eux qui ne disaient rien. Nous qui parlons trop. Ces paroles sont de l'écrivain Julien Blangras dans son livre « Comme à la guerre ». Depuis le samedi 30 mars 2019, le gymnase dans lequel les élèves du lycée font du sport porte officiellement son nom. En souvenir de ce résistant dunois,
de ses camarades et de tous les républicains espagnols qui luttèrent à leur côté, nous vous invitons à écouter le chant des partisans. La batalla del Ebro fue una batalla librada durante la Guerra Civil Española. Fue la batalla en que más combatientes participaron, la más larga y una de las más sangrientas de toda la guerra. La bataille de l'Èbre a été une bataille livrée durant la guerre civile espagnole. Ce fut la bataille dans laquelle beaucoup de soldats ont participé, la plus longue et une des plus sanglantes de toute la guerre. Tuvo lugar en el cauce bajo de la Valle del Ebro y se desarrolló durante los meses de julio a noviembre de 1938. Esta batalla decidió del futuro de la guerra civil, porque perder esa batalla significaba perder Cataluña y entonces perder la guerra. Elle a eu lieu dans la vallée basse de l'Èbre et s'est déroulée durant les mois de juillet à novembre 1938.
Cette bataille a décidé du futur de la guerre civile parce que perdre cette bataille signifiait perdre la Catalogne et donc perdre la guerre. El Paso del Ebro, también conocida como Ay Carmela, es una canción compuesta en 1808 contra la invasión francesa en la Guerra de la Independencia Española y recuperada por los soldados del bando republicano como una de las canciones de la Guerra Civil Española. Le passage de l'Èbre, aussi connu comme Ay Carmela, est une chanson composée en 1808 contre l'invasion française pendant la guerre de l'indépendance espagnole, reprise par les soldats du camp républicain comme une des chansons de la guerre civile espagnole. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba bam. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba bam. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba bam. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. El ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba bam. Una noche dio paso, ay Carmela, ay Carmela. Una noche dio paso, ay Carmela, ay Carmela. Y las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Y las tropas invasoras, rumba la rumba la rumba bam. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza les dio, ay Carmela, ay Carmela. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba bam. El furor de los traidores, rumba la rumba la rumba bam. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Lo descarga su aviación, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba bam. Pero nada pueden bombas, rumba la rumba la rumba bam. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba bam. Contraataques muy rabiosos, rumba la rumba la rumba bam. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Pero igual que combatimos, rumba la rumba la rumba bam. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
les autres, parce que souvent anarchistes ou très politisés, leur capitaine, El Capitan, comme ils avaient coutume de l'appeler, dit un jour: poseían la experiencia del combate, y eran bravos, de una bravura a veces excesiva. No tenían oficio, solamente sabían pelear. Todos se pusieron a trabajo con ardor y corazón. Ils possédaient déjà l'expérience du combat et étaient braves, d'une bravoure parfois excessive. Ils n'avaient pas de métier, mais ils savaient se battre. Tous se mirent à l'ouvrage avec ardeur et avec cœur. A la nueve, sabían luchar. No retrocedían nunca, no cedían ni un palmo de terreno conquistado. Iban siempre delante. À la nueve, ils savaient se battre. Ils ne reculaient jamais. Ils ne cédaient ni un pouce du terrain reconquis. Ils étaient toujours devant, dit un autre officier. Et pourtant, quel parcours fut le leur. Harcelés par les troupes franquistes, 500 000 hommes, femmes, enfants et vieillards, souvent épuisés, malades, franchirent en janvier et février 1939 les Pyrénées dans des conditions souvent apocalyptiques. Les combattants furent aussitôt désarmés à leur arrivée en France, puis parqués dans des camps d'internement dans des conditions extrêmement précaires. Vent, pluie, froid, mauvaise nourriture, hygiène déplorable, maladies et beaucoup moururent. Beaucoup furent par la suite envoyés dans des camps de travail dans le Sahara en raison de leur opinion politique et ne durent leur salut. Contraints par le régime de Vichy, qu'en s'engageant dans la Légion étrangère, qu'ils s'empressèrent de déserter en 1943 pour rejoindre les rangs de la 2e DB, alors en voie de constitution. Et après Alençon et Couché, ce fut Paris, que les Alliés ne voulaient initialement pas libérer. Mais sous la pression du général de Gaulle, et parce que les Parisiens s'étaient soulevés et étaient sous la menace d'une répression de la part de l'occupant nazi, le commandement allié permit à la 2e DB de faire route sur Paris. C'est alors que les gros de la division, étant bloqués à la croix de Berny par un canon anti-char allemand de 88 mm, Leclerc, très contrarié par ce contretemps, donna l'ordre au capitaine Drouon et à ses hommes de la Nueve de foncer sur Paris par des voies détournées afin d'avertir la population de sa prochaine arrivée. Et le 24 août au soir, la Nueve entra dans Paris, guidé par un Parisien d'origine arménienne qui lui permit d'arriver à l'hôtel de ville en évitant les barrages ennemis. Et c'est au capitaine Drouon, soldat aguerri et valeureux, que Leclerc confia le commandement de cette troupe peu ordinaire, de cette Nueve, dont 146 hommes sur 160 étaient des Espagnols, auxquels les ordres étaient donnés en espagnol. Les sonneries du clairon, El Tururu, étaient également espagnoles. Ce soir-là, le vent de la liberté qui souffla sur Paris venait d'Espagne. Ce soir-là, et le lendemain 25 août, les Half-Track, baptisés du nom de dures batailles sur le sol d'Espagne, Madrid, Teruel, Guadalajara, Guernica ou de noms évocateurs comme España Cani, Don Quichotte, Los Pingüinos, firent résonner leurs chenilles sur le pavé de la capitale. En el pleno calor, la cosa comenzó, cerebros de cañón desgarraban el sol, la sangre de Sevilla y Guernica secó, Europa se ahogó en el horno español. Après les durs combats du 25 août,
La 2e division blindée et la 9B connurent la gloire en défilant sur les Champs-Élysées le 26 août, après avoir été passés en revue par le général de Gaulle et les généraux Leclerc et Koenig. Ce fut à la 9B que fut accordé l'honneur suprême d'escorter au plus près le général de Gaulle lors de sa descente à pied des Champs-Élysées devant la foule en liesse. C'est ce chemin de mémoire que nous avons parcouru à notre tour à pied, le 20 mars dernier, guidés par Madame Véronique Salou et ses amis membres de l'association du 24 août 1944. Partis de la place nationale, nous avons gagné l'hôtel de ville, découvrant au passage le jardin des combattants de la 9B. Madame Flandrin, la fille du capitaine Drone, venue tout exprès de Versailles, nous y attendait. Quel moment extraordinaire que cette rencontre dans le square de la Tour Saint-Jacques, et si drôle aussi, puisque nous étions assis dans l'aire de jeu réservé aux jeunes enfants, à l'ombre de la tour. Nous nous sentions privilégiés, et malgré le bruit, nous écoutions Madame Flandrin avec la plus grande attention, comme si nous avions le sentiment que l'histoire coulait dans nos veines. Puis vint l'heure de se séparer, à regret, et de gagner à nouveau l'hôtel de ville, tout proche, dont les magnifiques salons ne manquèrent pas de nous émerveiller, ni de nous donner des idées pour décorer le self ou nos salles de cours. Il nous parlait à Monsieur le Proviseur. Dans le salon Reims, il nous sembla soudain que résonnaient encore les paroles du célèbre discours prononcé par le général de Gaulle. Paris martyrisé, Paris outragé, Paris brisé, mais Paris libéré. Montant ensuite la rue des Rivoli, traversant le Louvre puis le jardin des Tuileries, nous nous sommes retrouvés autour de l'Arc de Triomphe, comme il y a 75 ans, les combattants de la 2e DB de la 9B. L'heure était venue pour nous de leur rendre hommage en déposant sur la tombe du soldat inconnu une gerbe aux couleurs de la République espagnole et en ranimant la flamme du souvenir. Un moment d'intense émotion qui restera jamais gravé en nous. Avec Mathis, nous avons vécu quelque chose que peu de gens vivent dans leur vie. Fuimos elegidos para la ceremonia oficial de la llama del Arco de Triunfo para rendir homenaje a todos los soldados heridos o muertos por Francia. Nous avons été choisis pour la cérémonie officielle de la flamme de l'Arc de Triomphe pour rendre hommage à tous les soldats blessés ou morts pour la France. La gerbe était au nom du lycée, mais aussi aux couleurs de la République espagnole, rouge, jaune et violet, pour rendre hommage aux soldats de la 9B. Quand j'ai ravivé la flamme, je ressentis aussi un immense respect envers les soldats qui donnèrent leur vie pour la France. La cérémonie du ravivage de la flamme réveilla en moi un sentiment d'appartenance à la République française. Usted, señora Flandrin, si lo permite, me dirige a usted. Nos ha hablado de la historia del capitán Drone, su padre, pues todo el discurso despertó en mí sentimientos de felicidad, de admiración por el capitán y me dio conciencia de mi libertad. En efecto, es gracias a los soldados, gracias a quienes somos libres hoy. Entonces, gracias. En second lieu, j'ai fait une rencontre superbe que je n'oublierai jamais. Vous, Madame Flandrin Drone, je me permets de m'adresser à vous. Nous avons parlé de l'histoire du capitaine Drone, votre père. Votre discours m'a fait ressentir du bonheur, de l'admiration pour votre père et m'a donné conscience de ma liberté. En effet, c'est grâce aux soldats, grâce à qui nous sommes libres aujourd'hui. Merci. Después encontramos a la hija del capitán Drone. Cuando hablaba sentí mucho orgullo, era muy feliz cuando hablaba de su padre y sus palabras fueron muy emocionantes. Estábamos muy atentos a lo que decía la hija del capitán. Ella cantaba anécdotas sobre su padre. Gracias por todo, señora. Ensuite, nous avons rencontré la fille du capitaine Drone. Elle parlait avec beaucoup de fierté. Elle était très heureuse quand elle nous parlait de son père et de ses paroles étaient très émouvantes. Nous étions à l'écoute de ce que disait la fille du capitaine. Merci pour tout, madame. Durante el día pensaba mucho en un bisabuelo español, revolucionario durante la guerra civil, encerrado y torturado, y después liberado. Pienso que estaría orgulloso de ver lo que estamos haciendo. Pendant la journée, je pensais beaucoup à mon arrière-grand-père espagnol, révolutionnaire pendant la guerre, enfermé et torturé, puis libéré. Je pense qu'il serait fier de voir ce que nous sommes en train de faire. Al final de este día hemos visto el avivamiento de la llama del recuerdo. Este momento fue muy emocionante porque recuerda la memoria de los soldados que murieron por este país que no era el suyo, Francia. À la fin de cette journée, nous avons assisté au ravivage de la flamme du souvenir. Ce moment était très émouvant parce qu'il rappelle la mémoire des soldats qui moururent
pour ce pays qui n'était pas le leur, la France. Merci. Tant que le poète continue de chanter le héros, celui-ci vit encore. Mais quand cessent les odes, commence l'oubli et la véritable mort. Proverbe de la Grèce antique. L'oubli est le vrai linceul des morts, de Georges Sand. Le tombeau des héros et le cœur des vivants, André Malraux. La mémoire est la sentinelle de l'esprit, William Shakespeare. L'avenir, c'est aussi la mémoire. Un peuple qui oublie son passé est appelé à le revivre, Georges Santayana. Celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. Karl Marx, manifeste du Parti communiste. La mémoire cultive toujours et prépare une terre plus féconde. Madame Necker, les maximes et pensées inédites, 1794. Savoir, rendre hommage, transmettre, construire l'avenir en citoyen instruit et averti. Apprécier le privilège de vivre aujourd'hui dans une Europe pacifiée. Certains d'entre nous étions d'ailleurs à Strasbourg cette semaine, grâce au sacrifice d'hommes et de femmes qui croyaient qu'il était possible de créer un monde meilleur dont l'existence pérenne exige cependant une vigilance de tous les instants. Voilà ce que nous rappellent ces citations. Voilà ce que nous avons appris en suivant les traces de la 2e division blindée et de la Nueve. Nous vous remercions sincèrement de votre attention, en espérant que ce moment restera gravé dans vos mémoires. Sachez que nous y avons mis tout notre cœur et que cette aventure est indéniablement une étape marquante dans notre scolarité et notre formation de citoyens. J'avais préparé un petit texte, et puis en vous écoutant, j'ai eu une réflexion d'emblée. Je suis bluffé. Je suis bluffé par votre engagement, d'abord, vous, élèves de ce beau lycée, collège Émile Zola, et puis, il faut le dire aussi, par vos professeurs, monsieur le proviseur. Je suis bluffé. Et alors, pour vous dire la vérité, lorsque j'ai reçu le dossier, le très beau dossier, très soigné, bien documenté, que vous m'avez adressé de votre lycée technologique et général, je me suis d'abord dit, ils ont dû se tromper d'adresse. Il doit y avoir une erreur de destinataire. Je ne voyais pas très bien le rapport entre Émile Zola et le général Leclerc. Alors avant de plonger dans ce dossier et de le lire avec attention, j'ai quand même identifié un premier rapprochement. L'un et l'autre étaient des hommes courageux, animés par de fortes convictions. Zola, rappelez-vous, a eu ce courage de dénoncer une profonde injustice commise à l'encontre d'un officier condamné à tort, et ceci contre la majorité du peuple français. Et Leclerc, un peu plus tard, a eu ce courage de refuser la défaite et de reprendre les armes alors que tout paraissait perdu pour défendre les plus belles valeurs de notre démocratie, la liberté, l'égalité et la fraternité. Alors me plongeant alors dans le dossier, après cette comparaison entre ces deux personnages de notre belle France, j'ai alors mieux compris l'objet de ce 75e anniversaire de l'année 1944. Année de la libération de Paris, certes, par la Nueve en particulier, qui fut la première à rentrer dans Paris, mais aussi année de la libération de la France jusqu'à l'Alsace. Choisir la 2e DB est un choix inspiré. Ce n'est pas le président de la Fondation Maréchal Leclerc et de l'Association des anciens de la 2e DB qui dirait le contraire. C'est un choix inspiré parce que ce chef était un homme d'exception. Et je veux en reparler brièvement en me raccrochant à l'actualité. Choisir la Nueve, c'était également un choix naturel pour des professeurs d'espagnol. Je pense, mais je crois qu'il y a aussi un professeur d'histoire dans l'équipe. C'était cette compagnie composée donc, comme vous l'avez entendu, en majorité, en grande majorité de républicains espagnols, mais aussi de quelques anarchistes, il faut le dire, a été commandée, et je me tourne vers vous, madame, par un magnifique officier. Un magnifique officier, je crois pouvoir le dire devant sa fille, au caractère affirmé, au tempérament, disons, de feu,
qui ne pouvait laisser personne indifférent, à l'intelligence extrêmement vive, à l'humour décapant. Ouais, ce qui n'était pas négligeable pour un chef militaire au sens tactique naturel. Et je suis heureux de saluer aujourd'hui la fille du capitaine Drone que vous avez écouté à Paris, et vous avez eu cette chance, car le capitaine Drone, sachez-le, est une légende dans l'histoire de la 2e DB et dans l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour vous parler de Leclerc, je voudrais me plonger, je l'ai dit, dans l'actualité. Notre pays, notre beau pays, connaît aujourd'hui quelques soubresauts, quelques agitations. Il est confronté à un certain doute, voire pour certains de ses citoyens, à une certaine désillusion. Parfois, on peut le sentir désuni, morcelé, fragmenté, et les qualités de dialogue et de l'écoute ou de la compréhension mutuelle semblent altérées. Mais me direz-vous, quel rapport avec Leclerc? Lorsque l'on veut bien chercher, là encore, on trouve souvent un rapport avec l'histoire, d'où l'importance de l'enseignement de l'histoire. Et c'est là véritablement une des utilités de cette discipline. Il n'y a pas que l'espagnol. Vous l'avez entendu, Leclerc est avant tout, c'est évident, un stratège qui a su conduire sa 2e DB. Cela représentait environ 15 000 hommes, 4 000 véhicules, 400 blindés environ. Il a su conduire cette 2e DB sur les chemins de la victoire. Il pourrait naturellement s'enorgueillir, ou du moins il aurait pu s'enorgueillir. Et pourtant, ce ne sont pas ces victoires militaires dont il était le plus fier. Sa plus belle victoire, c'est lui qui le dit, c'est d'avoir réussi l'amalgame, l'intégration de tous dans la constitution de sa division en 1943 au Maroc. Il démarre en fait à ce moment-là, en 1943, avec à peine 2000 hommes. Tous sont acquis à sa cause. Tous sont français libres. Mais pour constituer la division, il faut qu'il en incorpore encore 12 000. Et là est le grand défi. Car ceux-ci viendront de tous les horizons. Très peu de la France libre, car ils seront appelés sur d'autres fronts, en particulier au sein de la première armée avec la première division française libre. Mais de nombreux soldats viendront de l'armée dite d'Afrique, cette armée qui en 1943 est toujours fidèle, sinon au régime de Vichy, en tout cas au maréchal Pétain et au général Giraud. Ça n'a pas été sans heurts, il y a eu des bagarres, il y a eu des frictions entre les Français libres et ces jeunes ralliés de la dernière heure. Premier défi pour Leclerc, des Français, de tous horizons, mais qui se haïssaient. Deuxième défi, 22 nationalités étaient représentées dans la 2e division blindée, parmi lesquelles, naturellement, je ne peux que citer en premier lieu les Espagnols, en plus grand nombre. Non seulement de la Nueve, mais également dans d'autres unités. Mais aussi certains d'Europe centrale et bien entendu de nombreux de nos cousins nord-africains. Différentes coutumes, différents usages, différents horizons, et vous le voyez, aucun Français. Deuxième défi, intégrer tous ces étrangers au sein de la division blindée. Troisième défi, des soldats de toute confession, chrétiens, musulmans, juifs, sans compter les agnostiques qui n'ont pas de religion. Et tout ceci s'est fort bien passé. Et enfin, bien entendu, des soldats de toutes opinions politiques. La Nueve était en majorité des républicains, mais il y avait aussi, je l'ai dit, des anarchistes. Il y avait des gens de droite, voire même d'extrême droite. Ce défi a été rendu possible parce que le chef était là, mais pas uniquement. Avec doigté, avec énergie, avec exigence, avec sens de l'écoute, assorti d'une attention pour chacun, Leclerc va réaliser cet exploit en quelques mois et l'amalgame de ces personnalités particulièrement fortes, tous volontaires pour libérer la France,
venus d'horizons si divers. Bien sûr, par la suite, la campagne de France, le combat, avec ses joies et ses peines, quand vous voyez votre meilleur ami tomber à côté de vous, l'aidera dans sa tâche et rendra plus forte la cohésion entre tous ces hommes et ces quelques femmes, vous l'avez cité, les Rochambel et les Marinettes. Les différences initiales se sont estompées au fur et à mesure. La noble cause qui les unit sera plus forte que les dissensions initiales. Ainsi, chers élèves, en particulier, c'est à vous que je cherche à m'adresser en priorité, un chef lumineux, un chef aimé de ses hommes et profondément respecté lorsqu'il définit clairement un but noble et indiscutable à ses subordonnés, obtient progressivement leur adhésion totale et recrée la cohésion, l'unité, le dialogue. Ce fut, au dire même de Leclerc, sa plus belle victoire. Elle doit nous inspirer, aujourd'hui encore, dans des circonstances bien moins dramatiques. Et je vous remercie, moi aussi, mais pas en espagnol, de votre attention. Je vous salue et je veux vous dire combien je suis touchée par le choix que vous avez fait d'étudier l'épopée du général Leclerc, mon illustre grand-père, et de sa glorieuse 2e division blindée. Voilà, je vais vous donner juste une petite phrase également, qui n'a pas été donnée ici, mais qui est une citation du général Leclerc. Et il disait « Rien de grand ne se fait sans passion ». Le général de Gaulle a dit également de Leclerc, il a dit l'épopée de Leclerc, c'est pour toujours une des plus belles pages de notre histoire. Je voulais d'abord remercier les élèves. Je trouve qu'ils ont été formidables. Et c'est vrai aussi que leur attention, leur écoute, leur intérêt, quand je les ai rencontrés à Paris, était tout à fait exceptionnel pour moi. Donc merci à eux tous et merci beaucoup. Pour ce qui est de mon père, je ne vous en parlerai pas vraiment beaucoup. Il était, que vous dire de lui, c'est un fils de paysan de l'ouest de la France, c'était un administrateur colonial, c'était un homme profondément républicain. Dans ma famille, on était républicains, on votait radical, on était Dreyfusards, donc, et on poussait la charrue. Mon père a fait des études, c'était des circonstances assez exceptionnelles. En particulier, il avait passé un an d'études en Allemagne. Et il avait vu la montée du nazisme, il avait lu, disait-il, 2 fois Mein Kampf. Il était convaincu que nous aurions la guerre et que dans quelque état que ce soit, dans quelles conditions, il la ferait. Il était officier de réserve et administrateur colonial. Il a eu une grande chance dans la vie, c'est d'être à Yaoundé, au Cameroun, mobilisé sur place, même si ça lui déplaisait à l'époque de ne pas être en France, et d'avoir été un des tout premiers à accueillir ce bizarre colonel qu'on lui envoyait de Londres, dont personne n'avait jamais entendu parler, et pour cause, puisqu'il avait changé de nom, et qui était le général Leclerc. Et je dois dire que il a toujours raconté que le premier jour où il a vu Leclerc, devant le petit groupe qui avait pris le pouvoir à Yaoundé, chef du Cameroun, Leclerc s'était adressé à lui, l'avait pris à part et lui avait demandé son avis. Un tel, de quoi est-il capable? Un tel, que peut-il faire? Un tel, on peut le nommer là. Mon père ne connaissait pas Leclerc, il n'en avait aucune idée. Et ils ont eu, je dirais, ce premier contact qui n'a jamais cessé. Ils avaient effectivement, je ne sais pas, bon, cette liaison. Mon père avait beaucoup d'estime pour Leclerc, il avait beaucoup d'attachement. Et Leclerc avait écrit à Kournari, gouverneur du Cameroun, en 1940, en décembre 40,
qu'il demandait à Koenig de lui envoyer mon père parce que c'était un type capable d'exécuter n'importe quelle mission. C'était un jugement quand même un peu admirable, je dirais. Bon, mon père a été blessé dans le sud tunisien, a regagné l'ADB en cours de formation. Et là, Leclerc lui a dit, j'ai là une troupe qui fait peur à tout le monde. C'est des républicains espagnols, personne ne veut les commander. Je vous les donne, vous vous en arrangerez. Et il savait que mon père était allé en Espagne, il connaissait l'Espagne, il connaissait les sentiments politiques ou patriotiques de mon père et il savait que ça collerait. Et effectivement, ça a collé. Et mon père a toujours dit que ça avait été pour lui un grand honneur que de commander cette compagnie. Ils ont été, c'était de 43 à 45, des moments extraordinaires et une liaison entre eux extraordinaire. Je vous dirais simplement que pendant la campagne, cette troupe, ils étaient 160, dont 90% d'Espagnols, ils ont eu 50 morts, ils ont eu plus de 100 blessés, ils ont eu 39 pieds gelés, ils ont toujours été en première ligne. Et ça a été une troupe tout à fait exceptionnelle, qui ont gardé leur diversité. Ils étaient anarchistes, communistes, socialistes, très divers. Ils s'engueulaient les uns les autres, en toute amitié, mais ils se réunissaient très unis. Et ils ont formé une amicale particulière à l'intérieur de l'amicale de la deuxième DB. Et ils ont toujours été liés entre eux, très fortement. Et pour moi, c'était ma famille. Ils venaient à la maison quand ils voulaient, surtout quand ils n'avaient pas des problèmes à résoudre. Ils ont eu plein de problèmes à résoudre, surtout des problèmes d'état civil, puisqu'ils avaient changé plusieurs fois de nom au gré de leur désertion, puisqu'ils avaient déserté la Légion pour les corps francs pour la DB, donc ils changeaient de nom. Ils avaient changé de nom aussi pour protéger leur famille. Donc, ils avaient toujours besoin d'aide dans ces conditions-là. De toute façon, ils étaient toujours prioritaires, ils pouvaient toujours venir à la maison, ce qu'ils faisaient. Et moi, quand j'étais étudiante et que j'allais en Espagne, ils venaient pour me voir aussi, parce qu'ils voulaient savoir que pensent les étudiants à Madrid. Hein, ils me demandaient que pensent les étudiants. À la fin des années 50, dans le bon franquisme bien solide, c'est ça qu'ils voulaient savoir. Et ils attendaient la fin de Franco. Bref, ils sont restés en France. Ils sont tous plus ou moins devenus français. Ils ont fondé des familles. Ils ont été remarquables. Voilà, excusez-moi d'avoir trop parlé. Jeunes gens, élèves du lycée Misola, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les officiels. Tout d'abord, je voudrais personnellement vous remercier de l'hommage que vous avez rendu à mon père, qui a été déporté à Mauthausen, et aussi à la place que vous avez rendue à la poésie dans la résistance qui leur servait de béquille au moment de leur déportation. L'association 24 août 1944 est particulièrement sensible et émue du travail réalisé par vous, jeunes gens, et par vos professeurs et votre cité scolaire pour rappeler la mémoire de ces hommes de la Nueve. Depuis 6 ans que notre association est créée, nous avons été conviés à de nombreuses manifestations dans les lycées de Paris et de sa banlieue, mais jamais un travail aussi profond et aussi prolongé n'a été réalisé. Et bien sûr, évoquer la mémoire de ces combattants espagnols, c'est évoquer la mémoire de tous ces étrangers qui ont combattu en France et en Europe pour que celle-ci retrouve la liberté perdue sous le joug des idéologies fascistes. Mais rappelons-le, sauf au Portugal et en Espagne,
que les forces alliées ont choisi de préserver. Et comme nous sommes un peu restés de grands enfants, nous avons décidé de faire comme vous les élèves, de partager la parole. Oui, alors moi aussi quelques mots d'émotion, puisque mon père a combattu à la bataille de l'Èbre. Il a été blessé le 6 janvier 1939. Et aussi dire, aussi avant de continuer notre petite intervention, c'est que en honorant la deuxième DB, on honore des vainqueurs. En honorant la 9, on honore les vaincus. Donc, dire espagnol ne suffit pas, car d'autres Espagnols ont combattu aussi pendant la Seconde Guerre mondiale. La División Azul, constituée de phalangistes espagnols, s'est portée aux côtés de l'armée allemande sur le front de l'Est face à l'URSS. Il faut donc préciser que la 9 était composée de républicains espagnols et ayant fui la répression franquiste. Et cela nous ramène à 1936, quand les armes à la main, ces mêmes hommes et bien d'autres firent face à la volonté de mise sous tutelle du peuple espagnol, entrepris par la haute bourgeoisie, l'Église, l'armée et les partis fascistes, soutenus par Hitler et Mussolini déjà. Cet affrontement dure près de 3 ans. Dans le camp de la République, l'État a perdu une grande partie de son armée et la plupart des patrons d'entreprises qui étaient plutôt favorables au camp nationaliste de Franco. Les organisations ouvrières, anarchistes et socialistes de la CNT et de l'UGT font face à la situation en organisant des colonnes de volontaires, premiers éléments d'une armée populaire, mais aussi en pourvoyant aux besoins de la population. Campagnes et usines se retrouvent entre les mains des ouvriers qui réorganisent librement la production dans les seuls intérêts de la population. Salaires égaux ou salaires familiaux, absence d'échanges monétaires ou monnaie éphémère. Beaucoup de modes d'échange sont expérimentés librement. Ce sont les intéressés eux-mêmes qui s'organisent en pleine conscience de leurs responsabilités vis-à-vis de la population qu'il faut nourrir et des volontaires sur les fronts qu'il faut aussi approvisionner en nourriture, armes et munitions. Mais puisque nous sommes ici à Châteaudun, dans une cité scolaire, rappelons qu'en 1936, il y a aussi des jeunes, comme vous, qu'il faut instruire et éduquer. Mais les jeunes de votre âge, en 1936, ça fait 3 ou 4 ans qu'ils travaillent. Dans les campagnes, à 8-10 ans, on est déjà utile. Dans les villes, les ambulants industriels sont pourvus dès l'âge de 12 ou 13 ans. Aussi, à 16, 17 ou 18 ans, c'est l'âge qu'ont certains des volontaires qui se sont engagés dès juillet et août 1936. Ils auront 24 ou 25 ans en 1944. Avant 1936, l'école est uniquement dispensée par l'Église en Espagne. L'enseignement y est rétrograde et seule une minorité d'enfants y a accès. Pour contrecarrer cet état de fait, la CNT et les groupes libertaires proposent des écoles alternatives. Ainsi, le syndicat textile de la CNT est doté d'une école depuis plusieurs années. Aussi, en 1936, quand dans le camp de la République, la liberté s'impose, un immense mouvement se cristallise autour de l'enseignement. Les besoins sont énormes. À Barcelone, par exemple, la population scolarisée est triplée en quelques mois. Et malgré la réquisition des propriétés de l'Église et des riches propriétaires, il faut construire des écoles. C'est le syndicat du bâtiment qui en prend l'initiative. Afin de protéger les élèves des bombardements, le syndicat des transports les transporte en dehors des agglomérations. Bien sûr, la gratuité est de mise. Et la mixité est une évidence. En France, il a fallu attendre 1968. Outre l'aspect matériel auquel il faut faire face dans le camp de la République, on s'attache à ne pas reproduire en effet miroir les mêmes tares que l'Église.
Unifiée, cette école se propose d'inventer l'éducation de demain et non d'enrôler la jeunesse. Nous ne voulons ni une école ouvrière, ni une école bourgeoise. De la même manière que nous considérons comme nuisible que la vieille école enseigne à l'enfant à crier « Vive le roi, vive la République », nous pensons qu'il est également néfaste de lui apprendre à crier « Vive Marx ou Bakounine » ou même « Vive la Révolution ». Cette révolution pédagogique s'attache à l'épanouissement de l'enfant à travers les activités artistiques, le respect et la promiscuité de la nature. En ce sens, ils sont déjà les précurseurs de l'écologie moderne. Il s'agit de bâtir une école de la liberté, abritant une éducation pleinement émancipatrice. Que tous les enfants aient du pain, de la tendresse et de l'instruction dans la plus absolue condition d'égalité et que soit assuré le libre développement de leur personnalité, affirme Bouygues Elias, un des responsables du Conseil de l'école nouvelle unifiée. Un vent de liberté extraordinaire traverse l'Espagne républicaine. Les adultes souhaitent et vivent leur émancipation du travail aliéné par l'exploitation, de l'éducation religieuse et plus largement de tout autoritarisme. Cette liberté éveillera le sens artistique des jeunes, mais aussi de nombreux adultes. Ainsi, la liberté, la République et la Révolution seront évoquées dans les poèmes, les chansons et dans des centaines d'affiches. Et ici, à Châteaudun, un de ces affichistes viendra s'exiler. Une rue et un collège portent son nom, Thomas Divi. La liberté emportera tout sur son passage. Les femmes, qui en Espagne avaient de tout temps une place secondaire, prennent toute leur place dans ce fabuleux combat. Droit de vote, mixité scolaire, mais elles prennent aussi part à une révolution en s'engageant sur les fronts de combat. Elles obtiennent, par une jeune ministre anarchiste de 32 ans, le droit à l'avortement. Enfin, elles combattront aussi la prostitution. Ce sont ces hommes épris de liberté, mais l'ayant vécu aussi au plus profond d'eux, que le capitaine Drone aura accommodé. Outre les hommes de la Nueve, beaucoup d'entre ces républicains prendront leurs responsabilités en s'engageant dans la résistance en France, dans les forces françaises libres et dans la deuxième DB. Leurs frères de combat les apprécieront toujours, mais aussi plus tard, sur leur lieu de travail et de vie en France, ces Espagnols républicains furent entourés souvent solidairement par la population française. Leur désintéressement, leur sens de la solidarité et du collectif, ainsi que leur détermination malgré leurs défaites et les trahisons auxquelles ils ont été soumis, a forcé l'admiration des femmes et des hommes de progrès. Jamais ils ne retournèrent en Espagne tant que Franco était vivant. Ils restèrent en exil en France et à travers le monde pendant plus de 36 ans. À travers les hommes de la Nueve, ce sont à toutes ces femmes et à tous ces hommes que vous honorez. Aussi, c'est avec beaucoup d'émotion, pour nous, filles et fils de cette génération, que nous saluons encore une fois cette magnifique commémoration en leur honneur. Toutes et à tous. En fait, moi, je suis la fille de républicain espagnol de ce monsieur. Je suis la fille de ce monsieur. Voilà. Et je dis toujours en plaisantant que je dois appartenir particulièrement à la Nueve, puisque je m'appelle Mar Luz et Carreño López, qui n'est pas le nom réel de mon père, qui, comme l'a expliqué Madame Tron, beaucoup ont changé. Son vrai nom, c'est Rodríguez Leira. Et il a pris son nom, ce nom de Carreño López, quand il est rentré dans la Nueve. Et il était rattaché à l'Alftrac Guernica, que vous avez pu voir à un moment donné. Et cet Alftrac tirait un canon. Et je ne sais trop pourquoi, mais les hommes attachés à cet Alftrac ont donné un nom à ce canon. Et c'est mon prénom, voilà. Qui est Mar Ilou, ça s'écrit en 3 parties. Voilà. Alors en fait, le parcours de mon père est
je vais un peu vous l'expliquer. Mais c'est vrai que cette année où on fête les 80 ans de la retirade, je pense que maintenant les élèves savent ce que c'est, eh bien, on a donné le nom de la retirade à l'exil massif qui s'est passé par les Pyrénées. Mais mon père, lui, n'a pas eu ce chemin-là. Il y a un autre exil dont on parle beaucoup moins, mais c'est celui qui s'est passé vers l'Afrique du Nord, qui a quand même concerné entre 10 000 et 20 000 personnes selon les historiens. C'est difficile à le dire. Et mon père, en fait, est parti à la fin de la guerre, malheureusement, quand il a fallu partir. Il a traversé la Méditerranée, la mer Méditerranée, avec des compagnons, à bord d'une chaloupe remplie d'oranges, et ils ont fait la traversée, ils sont arrivés donc à Benissa. Et là, bien entendu, comme la plupart des républicains espagnols, ils ont été mis dans les camps, puisqu'il y avait à ce moment-là, l'Algérie était française, et il y avait les mêmes camps qu'il y avait dans le sud de la France, entre autres des camps qui ont été malheureusement très célèbres par rapport au régime qui ont été appliqués à ces hommes, puisqu'on ne le sait pas souvent. C'est vrai que l'accueil dans les camps dans le sud de la France a été pour certains terrible, mais il y a des camps en Afrique du Nord où il y a quand même eu, à la libération, à la fin de la guerre, des procès et des exécutions des responsables de ces camps, tellement les actions menées auprès de ces républicains, des prisonniers, parce qu'il n'y avait pas que les Espagnols, avaient été terribles. Voilà. Donc mon père, en fait, était un simple marin de Galice, hein, donc les Celtes là-haut, si vous voyez tout en haut. Et il a été mobilisé d'office par l'armée franquiste, fin 37 ou 38, parce que je ne sais pas forcément tout sur mon père, parce que mon père ne m'a jamais rien dit. Pour moi, jusqu'à l'âge de 62 ans, vous voyez, pour moi, mon père était déserteur de l'armée franquiste et il s'était engagé dans la 2e DB. Il avait fait la guerre dans la 2e DB. J'ai constaté que bon nombre de républicains espagnols étaient restés comme ça, longtemps dans le silence, et n'avaient rien dit à leurs descendants. Donc, en 2010, il y a eu un hommage qui lui a été rendu, ainsi qu'à d'autres gallegos, qui étaient donc au port de Carigno, donc en Galice. Et là, j'avoue que je me suis pris ce qu'on appelle vulgairement, c'est pas une claque, c'est un coup de poing dans la figure, en étant tellement dans l'ignorance du parcours et de la vie de mon père. Et à ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à lui, à essayer de retrouver son parcours. Donc j'ai commencé à faire les recherches que j'ai pu, mais il m'en manque encore, j'ai beaucoup de trous dans son histoire. Donc fin 37 ou début 38, il a été mobilisé par l'armée franquiste. Il a été envoyé pour une formation rapide à Burgos, et de là, il a été envoyé sur le front. Et bien sûr, il était adhérent à la CNT. Il a, avec bon nombre de compagnons, déserté et passé bien sûr du camp républicain. Et de là jusqu'à la fin de la guerre civile, je n'ai aucun élément sur son parcours. Je sais simplement qu'il devait être sur Madrid, puisque une fois que Madrid est tombé et donc Franco a déclaré la guerre finie, lui il est parti d'un petit port d'Alicante, donc comme je vous ai expliqué, à bord d'une chaloupe pour traverser la Méditerranée. Et puis de là il était dans les camps, différents camps, et il a fait des tentatives d'évasion, et comme beaucoup aussi ces républicains espagnols, à un moment donné, on leur mettait le marché en main, c'est ou la Légion ou Franco. Donc leur choix était quand même vite fait, hein. Ils savaient ce qui les attendait s'ils retournaient chez Franco. Donc il s'est engagé dans la Légion, et il a participé à la bataille, à la guerre en Tunisie, dans laquelle il a été blessé. Et puis effectivement, quand la 2e DB s'est constituée, il a rejoint les corps francs d'Afrique, et après la 2e DB, puisqu'il y a eu une transformation au niveau du nom. Et puis, donc, il s'est retrouvé dans la Nueve. Voilà. Et il a participé à tous les combats jusqu'au bout. Et lui, j'ai envie de dire, par rapport à certains autres, il s'en est sorti. Voilà. Il a toujours, il a changé de nom quand il s'est engagé justement dans la 2e DB. Et il n'a jamais retrouvé son nom d'origine.
il est toujours resté réfugié politique et apatride, ce qui est terrible, je trouve, à porter sur ses papiers d'identité. Il n'est jamais retourné en Espagne, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'exil, quel qu'il soit, c'est extrêmement difficile. Et on le porte, les descendants le portent. Parce que ce que je ne vous ai pas dit quand même, c'est que mon père, quand il a quitté l'Espagne, il avait déjà une famille, une femme, une petite fille, et que sa femme attendait un autre enfant. Et que le fait aussi, donc, qu'il n'est jamais retourné en Espagne, il a constitué une autre famille, et que les changements de nom, comme l'a dit Colette, c'était aussi pour protéger les familles là-bas, parce qu'il y a eu de grandes représailles au niveau des familles qui restaient là-bas. On ne leur a pas facilité la tâche, pas plus aux enfants qu'aux femmes, peut-être même moins. Hein. Donc voilà, donc si vous voulez, l'exil, ça marque tout le monde et sur plusieurs générations. Et c'est vrai que je voulais conclure, parce qu'à l'heure actuelle, où on entend parler beaucoup de migration, qui fait peur d'ailleurs, sans forcément en connaître vraiment les raisons, je pense à mon père qui a traversé la Méditerranée dans une chaloupe, et je pense à ceux qui la traversent maintenant. Je pense à tous ceux qui la traversent à l'heure actuelle pour les mêmes raisons, politiques, économiques, humanitaires, et qui se noient en Méditerranée à bord de Zodiac ou qu'on laisse se noyer. Voilà. Et je voudrais, pour les valeurs de mon père, dire soyez attentifs et essayez d'être attentifs à tout ce qui se passe autour de vous. Parce que ça, c'était des valeurs portées par ces hommes-là. Voilà. Bonjour à tous. Mon père, catalan de Tortosa, une ville qui se situe sur l'Èbre. Et étant jeune, il a entendu les terribles combats de Teruel, dont on disait que le fleuve était rouge, tellement le sang coulait sur Teruel. Il y a aussi des exactions dans cette ville, donc à un moment donné, il s'est dit qu'il fallait qu'il combatte pour la liberté. Donc il est parti en France. En France, ça n'a pas été facile. Il s'est retrouvé à Carcassonne, où la Légion l'a accueilli. Et de là, il est parti en Tunisie. De Tunisie, avec quelques camarades, ils ont déserté la Légion, ce qui était très grave à l'époque, pour rentrer dans l'armée Leclerc. Et là, il a fait les campagnes de Tunisie, la campagne de Normandie. Particulièrement, ce qu'il avait touché, c'est à Écouché, parce qu'ils ont perdu beaucoup de leurs camarades. Et malgré leur deuil, il a fallu qu'ils continuent. Donc, ils ont continué la campagne. Il est arrivé le 24 août à Paris, le soir du 24 août. Et le 25 août, il fallait absolument libérer un poste téléphonique dans la rue des Archives. Et là, malheureusement, un sniper allemand l'a touché et il est resté là. Là, maman était Croix-Rouge et une deuxième vie pour lui est apparue et il est resté en France. Voilà. Nous rendons aujourd'hui hommage à des combattants presque oubliés, les soldats espagnols, les soldats de la 2e DB, mais qui sont en grande majorité, ça a été très bien dit, des soldats républicains espagnols, dans cette fameuse, célèbre 2e division blindée du général Leclerc. Il nous appartenait donc de rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie dans l'immense élan de la libération de la France, puis après elle de toute l'Europe, marquant ainsi la fin de la Deuxième Guerre mondiale sur le front occidental. 160 soldats composaient la 9e compagnie dite de la Nueve. Ils sont entrés dans Paris le 24 août 1944 sur des engins blindés qui portaient, cela a été dit, les noms des célèbres batailles de la guerre d'Espagne. Nous n'avons pas assez dit qu'ils n'étaient plus qu'une poignée lorsqu'ils sont arrivés à Berlin, qu'ils ont assisté à la chute des derniers moments de la barbarie nazie. Les témoignages des plus hautes autorités militaires et civiles ont souligné le courage, la force combattante et le rôle décisif de cette compagnie auréolée de gloire, mais aussi marquée par ses pertes considérables. Cela vous a entraîné, vous, lycéens de la section européenne, sur les chemins torturés de la mémoire, sur les lieux même des premiers combats, de la Nueve à Alençon. Je souhaite que leur exemple, leur pugnacité, leur courage se perpétue en imprégnant les jeunes générations, que leur sacrifice
Leur dévouement au service d'une cause supérieure inspire tous les citoyens d'aujourd'hui et de demain. Tout avait commencé au milieu de l'été. Des cerveaux de guerriers déchiraient les matins. Séville et Guernica finissaient de saigner. L'Europe des Lumières suivait le lendemain. Avec un chant républicain, l'Espagne enfuit les catacombes, un peu de terre dans les mains, une espérance vagabonde. Avec son casque américain, on l'a pris pour le nouveau monde, portant l'espoir au monde ancien qu'endormaient toutes les colomбes.